Bienvenue sur le podcast L'Alchimie de l'être. Je suis Alexandre Canal, thérapeute holistique et géobiologue, et je te partage ici ma vision de la conscience, teintée de notions d'énergétique, de néo-chamanisme et de perception extrasensorielle. Si tu chemines vers ta guérison intérieure, vers l'exploration de la conscience, que tu te questionnes sur les mémoires de l'âme ou le sens de l'incarnation, alors ce podcast est pour toi. La vision holistique renvoie à une notion de globalité de l'être. Mais pour moi, c'est aussi être conscient que nous faisons partie d'un tout et que l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'influence de nos ancêtres sur nos vies. Dans quelle mesure ce qu'ont vécu nos ancêtres peut nous influencer? Est-ce que ça peut créer des maladies? Est-ce que ça peut créer des blocages dans la vie? Peut-être que vous avez le sentiment de porter quelque chose qui ne vous appartient pas, ou que peut-être que vous avez constaté de façon tout à fait objective des répétitions qui sont survenues dans la vie de vos parents, par exemple, et qui se répètent dans les vôtres. Eh bien, tout ça a peut-être une explication, déjà même une preuve scientifique. Il y a une première expérience que je voulais vous partager qui a été réalisée dans l'université Emory aux États-Unis. Et c'est le professeur Brian Diaz qui, en fait, nous explique qu'il a sensibilisé des souris à une odeur particulière qui était la fleur de cerisier, en leur soumettant en même temps une source de stress. Ce qui a eu pour effet d'engrammer en fait le stress, le lien entre le stress et l'odeur. Et ils ont fait reproduire donc ces souris, puis aux descendants, ils ont présenté la même odeur de stimuli. Et là, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait des réactions de stress des réactions physiologiques au stress qui se manifestaient. Alors qu'en fait, ces souris-là, donc les descendants des premières souris, n'ont jamais connu véritablement la source de stress direct. Elles ont juste fait le lien inconsciemment entre l'odeur qui était émise dans une situation stressante pour les parents et même les grands-parents, puisqu'ils ont réussi à reproduire cette expérience sur 3 générations. Donc les petits-enfants de ces souris-là ont eux aussi généré les mêmes symptômes de stress suite à l'exposition à ce stimuli olfactif. Et leur conclusion est que justement, en fait, les expériences d'un parent, même avant la conception, influencent fortement à la fois la structure et le fonctionnement du système nerveux des générations futures. C'est leur conclusion. La structure parce qu'ils ont observé que effectivement la zone qui était liée à l'odorat était beaucoup plus développée pour les descendants. Comme si en fait ils avaient imprimé qu'ils devaient faire beaucoup confiance à leur odorat pour repérer une situation de stress, par exemple. Ensuite, il y a une autre expérience qui est intéressante. C'est une expérience qui a été réalisée par l'université médicale de Genève, et la généticienne Ariane Giacobino, qui donc a fait les études cette fois sur des humains. C'est-à-dire qu'elle a étudié des cas psychiques imprégnés par des forts traumatismes. Et donc, elle nous partage un cas qu'elle a étudié. Alors attention, hein, c'est un petit peu trash. C'est sur 3 générations. C'est l'histoire en fait d'un homme qui a abusé de sa propre fille et qui a enfanté donc sa propre petite fille, mais incestuelle. Voilà. Donc l'acte en fait de viol sur sa propre fille a profondément choqué la grand-mère. Et cette généticienne a donc pris a prélevé du sang et a étudié donc les gènes sur le sang et les gènes du sang. Et donc elle a observé des pics d'un certain gène qui est celui qui est un marqueur de stress lié au traumatisme en fait. Et elle a vu en fait chez la grand-mère qui elle n'avait pas été abusée un énorme pic en fait qui correspond en fait au choc qu'elle a reçu, sachant que cet acte a été perpétré par son mari. Et ensuite, elle a testé donc au niveau de la mère. Il y avait le même pic, mais
moindre. Pourtant, c'est elle qui a été abusée. Et en testant par contre sur la petite fille, qui elle n'avait pas du tout été abusée, on retrouve les pics, mais à la même intensité que la grand-mère. Donc imaginez donc la pression d'un tel acte, que ce soit déjà bon, sur la victime quoi, direct, mais aussi sur le choc émotionnel que ça génère chez l'entourage. Donc encore aujourd'hui, il y a des structures d'accompagnement qui font que ce genre de trauma peut être accompagné, dans le meilleur des cas bien sûr. Mais imaginez à l'époque, quand ce genre de trauma arrivait, en fait, le peu de recours qu'il y avait pour les victimes, et surtout la honte et la pression sociale que cela générait, amenait les personnes en fait, à taire ce genre d'événements. C'est compréhensible parce qu'en fait, il y a une telle pression qui risque de remettre en cause notre appartenance au clan, comme par exemple une transgression aussi forte que celle de l'inceste, hein, qui est inscrit au niveau viscéral hein, chez beaucoup d'animaux, de mammifères, etc. Ça crée une transgression tellement forte que, éventuellement, bien sûr, on va sûrement, comment dire, ne plus correspondre au schéma qu'il faut, on va attirer la honte sur la famille va être rejetée, etc. Donc tout ça crée en fait un tel stress que beaucoup de choses effectivement sont passées au silence. Et ce qui se passe, c'est que, alors on pense que bien sûr qu'on l'enterre parce qu'on oublie, mais au final, rien n'est oublié, et c'est ce qui nous en offre la preuve aujourd'hui avec ces expériences-là, c'est que effectivement, tout ça s'inscrit très profondément chez les personnes. Et de toute façon, vous imaginez bien, ouais, vous savez très bien que tout ce qui ne s'exprime pas dans le corps, comme quand vous vivez un trauma, mettons, étant jeune, qui n'est pas accompagné comme il faut, ça va créer une charge émotionnelle qui va rester coincée et qui va générer des dysfonctionnements, quoi, bien sûr, et qui peut sortir sous d'autres formes tout au long de votre vie, quoi. Et là, c'est la même chose, mais au niveau familial, voilà, ça va s'exprimer chez d'autres descendants, chez d'autres personnes. Parce qu'en réalité, ce qui pousse à terre tout ça, c'est ce besoin fondamental du clan. C'est-à-dire que quand on vient au monde, on est une espèce qui ne peut pas se débrouiller toute seule, forcément. Donc, on a besoin fondamentalement de notre famille et de notre clan. Sinon, le nourrisson humain ne peut pas survivre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va accepter cette loyauté, on va tout faire pour la garder. Et bien sûr, on va chercher par tous les moyens à ne pas être exclu de ce clan. Donc, passer sous silence des événements qui vont générer ce genre de traumatisme et de cicatrices au niveau de la génétique. Et si j'emploie le mot cicatrice, c'est parce que justement la généticienne l'emploie aussi. On a vraiment en fait l'impression qu'il y a une marque qui s'imprime en fait au niveau physiologique. Et plus exactement, c'est sur ce qu'on appelait avant l'ADN poubelle. Parce que avant on pensait que c'était donc 90%, 98% de notre ADN qui ne servait à rien. Mais aujourd'hui, on s'est aperçu que il fabriquait en fait des molécules qui se baladent dans l'organisme et qui vont gérer en fait l'équilibre au niveau des gènes, quoi. Par exemple, ça peut nous aider à gérer la gestion du stress, à créer plus ou moins le terrain pour une maladie en gérant le système immunitaire, ou voilà, ça va déclencher tout un tas de choses qui font que ça contribue à l'équilibre global du corps humain, quoi, en fait. Et dans une vision holistique, on pourrait même dire sur tous les plans, parce que ça va être du plan émotionnel. Une mémoire telle que celle-là peut créer donc des cordes sensibles à l'intérieur de nous, dont on ne connaît même plus même quelquefois l'origine, et qui vont faire qu'on est soumis à une difficulté à gérer nos émotions, à un stress plus fort, etc. Au plan mental aussi, car cela peut générer des croyances. Voilà, pour être reconnu par mon clan, par exemple, je dois accepter de ce genre de relation qui pourrait être toxique ou quelque chose comme ça, voilà. Il y a moult croyances, bien sûr.
Et après, sur le plan causal, alors ouais, c'est une vision un petit peu plus axée sur la bioénergie. Donc, le plan causal, qu'est-ce que c'est? Donc, on pourrait le définir comme une frange vibratoire qui se situe au-dessus de la tête. Alors, c'est le plan des causes, c'est-à-dire ce qui va causer un petit peu nos expériences de vie et qui va influencer un petit peu notre chemin. En bioénergie, on a donc les fréquences des ancêtres qui vont correspondre aux jambes. Parce que, en gros, on pourrait dire que ce sont les racines profondes. Et imaginez qu'en fait, ce soit comme en musique, que ces vibrations, ces fréquences-là, des jambes, elles ont des harmoniques. Et ces harmoniques-là, justement, elles vont résonner sur les plans spirituels, les plans qui sont au-dessus de la tête, dont le plan causal. Donc, à partir de là, le plan causal, on pourrait dire donc qu'il est influencé par les mémoires des ancêtres. Et donc, si vous avez des boucles dans les mémoires de vos ancêtres dans lesquelles vous vous retrouvez piégé ou que vous avez porté par loyauté, parce que vous devez loyauté à votre clan par peur d'être exclu et de ne plus survivre, bien sûr. Donc, ces boucles-là vont, dans les harmoniques, bloquer le plan causal et nous empêcher, par exemple, de constater les synchronicités, de nous trouver sur le bon chemin, de générer les bonnes rencontres, de saisir les bonnes opportunités. Tout notre futur, en fait, va être bloqué parce qu'il est enfermé dans une espèce de boucle. Et c'est de là qu'on peut faire découler la grande question, est-ce qu'il y a un destin ou est-ce qu'il y a un libre arbitre? Ben, ma réponse, c'est celle-là, en tout cas. Euh, il y a le destin de nos ancêtres, et tant qu'on est enfermé dedans, eh bien, on n'arrive pas à disposer de notre libre arbitre, tout simplement. Enfin, du moins, peut-être pas sur toute notre vie, mais sur certaines situations, effectivement, si ces boucles-là, eh bien, on va subir le destin de nos ancêtres. Et tant qu'on ne fait pas quelque chose pour le transformer, on va avoir beaucoup de mal en fait à s'extirper de certaines situations. On pourrait faire quelquefois tous les efforts possibles et inimaginables et un hasard entre guillemets malencontreux vient toujours entraver notre route, notre chemin. Mais bon, comme le dit la généticienne de Genève, en fait, cette situation est réversible. C'est-à-dire que en travaillant à la résolution de ces traumas, puisqu'il y a un trauma qui s'est imprimé à un moment donné, durant la vie d'une personne, il n'y a pas de raison qu'on ne pourrait pas, en fait, le désinscrire, quoi, dans notre vie, même s'il ne nous appartient pas. Mais alors, comment on peut arriver à transformer ces mémoires-là? Ben là, ça renvoie donc sur le travail de Rupert Sheldrake, donc j'en ai déjà parlé. Donc un chercheur en biologie de l'université de Cambridge, enfin, qui est passé par l'université de Cambridge entre autres, et qui a travaillé donc un petit peu en appliquant les principes de la physique quantique sur la biologie, en étudiant les bancs de poissons qui nagent en synchronisation et en observant les oiseaux qui volent dans le ciel en parfaite synchronisation, en formant des nuées, des formes, des boules, voilà, comme un nuage d'oiseaux qui formait qu'une seule et même conscience, une seule et même entité. Ben, c'est sa théorie comme quoi, en fait, ces espèces-là arriveraient à se connecter sur une conscience collective. Donc, je vous avais déjà parlé de ça dans le précédent podcast. Donc, cette mémoire-là contiendrait donc les informations de la famille. Et lorsqu'on pratique des constellations familiales, c'est cette mémoire-là que l'on fait ressortir. Donc au niveau quantique, on va dire, de ce point de vue-là, on pourrait accéder à ce champ d'information qui va nous permettre de trouver et de comprendre ce qui s'est passé. Et il y a le point de vue chamanique aussi pour moi, qui est très important. C'est-à-dire qu'il y a une notion de force des ancêtres qu'on retrouve dans toutes les traditions, sur tous les continents, chez tous les peuples premiers, les peuples racines. On a ce lien avec les ancêtres que nous avons perdu dans notre société occidentale. On a perdu ce lien-là, quoi. Voilà. Et c'est comme si pour moi,
les constellations figuraient une espèce de nouveau modèle de rituel collectif, vous voyez? Car dans beaucoup de sociétés tribales, justement, il y avait beaucoup de rituels collectifs, parce que ça permet de, de proférer des guérisons, même comme ça, par exemple les rituels où on se maquille en choses effrayantes, c'est pour chasser les peurs, en fait, pour conjurer les mauvais sorts, on va faire peur, en fait, aux mauvaises énergies, etc. Enfin bref, tout ça, ça se faisait beaucoup collectivement. Il y avait vraiment une espèce d'esprit communautaire que nous, effectivement, on a perdu. On a plutôt nourri justement la peur d'être rejeté du collectif en cachant les traumas, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et tout ça, ça crée énormément de division, en fait, de dispersion de cette énergie collective. Donc pour moi, les constellations, c'est comme si c'était un acte symbolique qu'on pouvait poser à travers un rituel collectif. Donc dans cet acte symbolique, on fait manifester ces informations-là et on va procéder par une acceptation inconditionnelle de tous les exclus, la reconnaissance des victimes, des actes cachés, etc. Et prononcer comme ça des réparations devant en fait une famille symbolique qu'on a recréée pour la journée avec tous les autres participants, hein, parce qu'on va dire que c'est entre 10 et 15 personnes, on va dire en moyenne. Donc, de quoi reconstituer une espèce de famille quoi, provisoire et symbolique qui va accueillir tout ça. Et cette libération-là d'énergie va permettre de refaire circuler toute l'énergie et de libérer ce fameux plan causal, de libérer notre futur. Voilà. Et une notion aussi que j'aime inclure dans mes constellations, c'est cette reconnexion donc à la force des ancêtres. C'est-à-dire que je vais souvent prendre des personnes pour personnifier des énergies archétypales de cette force ancestrale qui représente le meilleur de nos lignées, qui a été accumulé de génération en génération pour nous donner notre force. Les mots-clés, ce sont stabilité et soutien. C'est ça, c'est la force des ancêtres. Un parallèle intéressant, c'est qu'en étudiant des sites sacrés qui contiennent des sépultures, en fait, donc par exemple une grosse nécropole mérovingienne que j'ai pu étudier, ou des sépultures du néolithique, on retrouve des énergies qui travaillent effectivement au niveau des pieds. C'est-à-dire que souvent, ils avaient choisi des endroits où il y avait un phénomène naturel qui est très tellurique, en fait, travaille énormément sur l'ancrage. Et ça travaille exactement sur les fréquences des jambes. Et ça nous donne en fait cette force, cette stabilité, ce soutien, comme s'ils avaient voulu se rapprocher en fait de la force des ancêtres. Bon, ce n'est qu'une hypothèse, est-ce que c'est une interprétation, est-ce qu'ils ont vraiment voulu ça? Mais je trouve qu'il y a quand même des coïncidences qui sont assez intéressantes. Et qu'en est-il de l'âme dans tout ça? C'est-à-dire, pourquoi sommes-nous venus nous incarner précisément dans cette famille? À considérer bien sûr qu'on a vraiment voulu s'incarner. Mais bon, personnellement, j'ai une intuition à ce sujet-là, comme quoi on pourrait effectivement suivre le désir de notre âme à choisir une certaine famille, avec certaines conditions, avec un certain bagage, qui correspondrait à ce qu'on doit traverser. Mais bon, ça c'est une autre histoire à suivre. Je te remercie de ton écoute, j'espère que cet épisode t'a parlé. S'il t'a plu, n'hésite pas à le liker et le partager. Tu peux suivre mon actualité sur mon site alexandrecanal.net, sur Instagram alexandre.canal.alchimie ou sur ma page Facebook, l'alchimie de l'être. À très bientôt.